À la une, fin d'une grève générale mais pas des conflits internes. Les agents d'EDF restent mobilisés face à une direction qui joue la sourde oreille vis-à-vis de leurs revendications selon l'UTG Éclairage. Le syndicat maintient son piquet de grève boulevard Jublin. Il a mené une nouvelle action ce matin. 65%, c'est le taux d'abstention en Guyane dans le premier tour de la présidentielle. Sur les 93 000 électeurs inscrits, seuls 31 900 se sont donc exprimés dans l'urne au lendemain d'une crise sociale majeure. Que pensent les Guyanais? Reportage à suivre. Enfin, le port maritime de Dégradé Cannes reprend du service. Bloqué depuis le début du mouvement social, des centaines de conteneurs attendaient d'être déchargés. Le flux moyen quotidien devrait doubler dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après un mois de blocage réparti dans tout le territoire, les barrages ont quasiment tous été levés durant le week-end, mais le piquet du boulevard Jublin reste en place car aucune issue n'a encore été trouvée pour le moment dans le conflit d'EDF. Et ce matin, plusieurs autres barrages sont apparus. D'abord sur le site de d'un hôtel de Cayenne, puis à l'entrée du centre d'EDF de Baduel, désormais fermé. C'est l'œuvre du syndicat UTG Éclairage qui reproche à la direction de ne pas avoir pris en compte ses revendications et dénonce une attitude méprisante vis-à-vis des agents. Ayodele Germa et Charlotte Fleury. Ce matin, au Royal Amazonia, personne n'entre, personne ne sort. Sauf peut-être ses clients qui ont un avion à prendre, preuve à l'appui. Mais pourquoi la grève EDF s'est-elle déplacée jusqu'au Royal Amazonia? Visiblement, c'est le deuxième siège social d'EDF Guyane, d'accord? Donc quand on est arrivé, il y a une dizaine de véhicules d'HEDF qui sont partis. Et donc c'est ici que le directeur vient, tient ses réunions, etc. Les manifestantes réclament plus d'équité dans le traitement des salariés. Elles souhaitent que les 84 postes vacants d'EDF soient pourvus de compétences locales et disent non à l'austérité. Avec le projet en Angleterre, Hinkley Point, d'accord, EDF ne pouvait pas investir en Angleterre et rénover ses centrales nucléaires. EDF a fait le choix, avec la caution du gouvernement, de faire un plan d'austérité, de geler les emplois dans EDF, dans le groupe EDF, d'accord? Donc on dit qu'ils ont fait un choix qui a été décrié par le directeur financier de l'époque, ça c'est leur problème. En Guyane, on a nos réalités, on ne peut pas avoir de plan d'austérité en Guyane. C'est un problème éminemment politique, d'accord? Et M. Lévy, M. Buzyn doivent prendre leurs responsabilités dans ce dossier-là, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui cautionnent M. Suarez. Ça veut dire qu'on est dans une nébuleuse, alors qu'avec simplement l'arrivée du nouveau compteur Lenki, on a 80% des activités de la clientèle qui vont disparaître. Et ils ne veulent pas travailler avec nous pour prévoir ce changement-là et pour le préparer, pour qu'effectivement les nouveaux métiers puissent avoir corps dans l'entreprise. Selon le secrétaire général du TG Éclairage, 3 points de revendication n'ont pas trouvé satisfaction lors des négociations pour l'accord de Guyane. Il réclame la démission du directeur d'EDF. Au-delà du départ, c'est grave ce qui se passe ici parce qu'il supprime les emplois alors qu'il y a besoin énorme en Guyane, ce n'est pas normal. Deuxième point bloquant, c'est lui puisqu'il a dérapé gravement dans sa fonction, donc il n'est plus à même de rester ici. Et troisièmement, il s'est permis de déclarer que pendant qu'ils sont en mouvement, il enlève tous les jours de grève sur les gens pendant qu'ils sont en mouvement. Mais il n'a qu'à le faire pour voir ce qui va se passer. À l'intérieur du bâtiment, le responsable de la communication nous confirme bien la présence du directeur d'EDF, mais il n'accordera aucune interview. Dans l'après-midi autour de l'hôtel et la direction d'EDF annonce de son côté avoir porté plainte contre X. Vers 3 heures ce matin, 4 engins incendiaires ont été projetés contre le domicile du directeur Augusto Suarez dos Reis sans faire de blessés, mais un geste condamné par le groupe. Toujours au chapitre social, la grève se poursuit également au centre hospitalier André Rosemont. Quelques avancées ont été obtenues dans le cadre des accords de Guyane, notamment 60 millions d'euros. Mais d'autres revendications internes portées par le syndicat UTG Santé n'ont pas été résolues. L'organisation des services, l'amélioration de la prise en charge des patients attendent toujours des réponses. En signe de protestation, une marche a eu lieu entre l'hôpital et l'ARS. Natacha Maltaverne. Les blouses blanches sont descendues dans la rue ce matin. À l'appel de l'UTG, le personnel de l'hôpital a effectué une marche entre le piquet de grève installé devant le char et l'ARS. Une délégation a été reçue par son directeur durant près d'1 heure. Si nous n'étions pas venus, peut-être que nous aurions pu rester 2 à 3 mois devant le piquet de grève. Et pour nous, ça c'est un mépris total de l'État français face aux travailleurs de la santé que nous sommes. Nous avons dû insister afin d'obtenir la mise en place d'une date pour une première rencontre
qui s'effectuera jeudi à 10h30 ici. Le syndicat a remis une plateforme de revendication interne de 18 pages pour améliorer la prise en charge des patients. Nous avons ce qu'on appelle l'area néonate. Alors dans l'area néonate, vous avez l'area néonate, la néonatologie et vous avez les soins intensifs. Ce sont des services ce qu'on appelle normés. C'est-à-dire, dans le cas du seuil sécuritaire, on doit respecter le nombre de professionnels en termes de péricultrices, d'auxiliaires de périculture et d'infirmiers. Aujourd'hui, ces normes ne sont pas respectées. Sur un service de chirurgie ou médecine, comment pouvez-vous imaginer la prise en charge avec une qualité de soins de patients quand vous êtes une infirmière, que ce soit du matin, du soir ou de nuit, pour 32 voire 35 patients? S'agissant des effectifs, le syndicat doit travailler à un chiffrage précis des besoins. Outre le renforcement du personnel soignant, les revendications portent également sur le matériel, insuffisant dans la plupart des services. C'est par exemple le cas à l'UMIT, l'unité des maladies infectieuses tropicales. Il faudrait que, quand on se présente dans une chambre, la chambre d'un isolé, qu'on ait le matériel nécessaire pour se protéger et pour protéger le reste du personnel, le reste des usagers aussi, puisqu'on a notre charge d'autres patients. Et tous les isolements ne sont pas les mêmes, et donc il faut un matériel particulier selon l'isolement que nécessite la personne. En attendant la réunion de jeudi à l'ARS, la grève continue. Le directeur de l'Agence régionale de santé n'a pas souhaité répondre à nos questions. La santé en danger, la santé en danger. En bref, l'avitaillement des avions n'est plus possible depuis ce midi à l'aéroport Félix Éboué. L'UTG du groupement pétrolier d'avitaillement de Rochambeau a annoncé un durcissement du mouvement de grève lancé le 27 mars dernier. Un cahier de revendications a été transmis, mais les grévistes déplorent l'absence de négociations avec la direction. Ils ont décidé de ne plus assurer de service minimum aux horaires des vols. Nous y reviendrons. Ce lundi, le port maritime de Degradé-Cannes reprend son activité. Il était bloqué depuis le début de la crise sociale et des centaines de conteneurs en stand-by. Le flux moyen de 500 à 600 conteneurs par jour devrait ainsi doubler dans le mois à venir pour tenter de rattraper le retard. Charlotte Fleury. Le port de Degradé-Cannes à nouveau en activité. Les empileurs travaillent à plein régime pour décharger ce bateau de ses 250 containers. Avec le mois de mouvement social, la charge de travail devrait être doublée pour le mois à venir. On est sur un flux moyen par semaine de l'ordre de 500-600 containers. Donc on va devoir, dans les semaines qui viennent, être capable d'absorber pratiquement le double, puisque le trafic a repris. Donc on a toujours ce flux qui nous vient toutes les semaines. Et la récupération des containers, il y en a à peu près 1200 ou 1300 qui sont répartis un peu dans les ports. Donc pour faire revenir ces 1300 containers, là aussi on va être amené à doubler un peu les cadences de chargement puis de livraison vers les clients. Durant la grève, ces containers ont été déroutés aux Antilles, à Paramaribo ou encore à Port of Spain. Ceux laissés en stand-by sur le port depuis ces dernières semaines pourront enfin être livrés à leurs propriétaires, avec des dates limites de consommation parfois déjà dépassées. On connaît, je dirais par nomenclature, selon la nomenclature des douanes, on connaît un peu le contenu des containers, mais on ne connaît pas précisément les dates limites de consommation, les dates de péremption, etc. Donc il y a certainement des produits qui sont maintenant impropres à la consommation. On avait atteint un pic en semaine dernière de 700, puisqu'il y en avait 350, je dirais, au début des mouvements lorsque le port a été bloqué la première fois. Et puis, la semaine passée, on a eu 2 navires qui sont revenus, qui ont déchargé, mais on n'a pas pu tout livrer. Donc on avait un pic de 600 à 700 containers sur le terre-plein. Les rapatriements de toutes ces marchandises vers la Guyane sont estimés entre 500 et 1000 euros par container à la charge de l'importateur. Seules les grandes surfaces sont généralement couvertes par leur assurance contre ce type de risque. Et toujours en lien avec cette crise sociale, les 500 frères et l'association Trop Violence ont réuni les médias cet après-midi pour un point sur leur avenir. Les 2 groupes en ont profité pour clarifier les différentes divisions qui sont apparues au fil du mouvement social. L'occasion aussi d'annoncer la création d'une association, les 500 frères contre la délinquance. Plus de précisions au micro de Charlotte Fleury.
Le sujet de discorde qu'il y a eu entre certains membres du collectif 700 Frères a été, je dirais, le barrage. De mettre en place la fermeture des barrages et de mettre des 500 Frères sur tous les barrages. Bien sûr, ça a été un sujet de discorde entre certains et il y en a qui ont décidé de quitter le mouvement. Ce choix, nous le respectons. Vu l'ampleur du mouvement, peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas su rester au niveau local, c'est-à-dire bien se mettre dans la tête que nous sommes là pour l'intérêt général. Et effectivement, dans le communiqué, nous pouvons dire que l'État a plus ou moins eu raison de l'esprit de certains, de l'esprit de division. L'État, encore une fois, a su démontrer sa force de persuasion dans la division. Quand on a eu la démission de Mika, tout arrêté. On savait qu'on n'avait qu'à, puisqu'il était exigé que nous prenions que les 1,8 million et ne pas aller chercher les 2 millions 100. Et c'est vrai qu'avec Olivier et voilà, nous nous sommes entendus de continuer le combat et presque supplier les transporteurs de rester avec nous 48 heures pour faire sortir le pays de la situation qu'elle était. Retour sur l'actualité électorale. Chez nous, sur les 93 000 électeurs inscrits, seuls 31 900 se sont exprimés dans l'urne, soit un taux de participation de 34% au lendemain de la sortie de crise actée par cet accord de Guyane. Mais comment les Guyanais abordent-ils l'échéance électorale? Élément de réponse avec Jonathan Lariot. Il aurait fallu que tout le monde se mobilise vraiment pour qu'on puisse nous prendre au sérieux, parce qu'une personne seulement, ça ne va pas suffire selon moi. Les propos de ce jeune homme sont forts. La démocratie, un terme qui fait réfléchir les Guyanais au lendemain du premier tour des élections. Un régime où le peuple devrait avoir le pouvoir, où chaque voix peut influencer le gouvernement. La réalité d'un tel système qui régit la République aujourd'hui est mise en doute par la population. Moi, on m'a appris que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc, je trouve que même au niveau des lois, des choses à fournir, on n'entend pas vraiment le peuple en fait. On a plus l'impression que c'est une personne qui dirige. Quand même le peuple a son mot à dire. Moi j'y crois. Donc nous sommes dans un département, il y a de la démocratie, on ne peut pas dire qu'on n'a pas. Même envers nos élus et autre chose. Donc je pense qu'on l'a quand même. On a le choix d'aller voter. Par rapport à tout ce que j'ai vu ces années, mon avis assez partagé, ça dépend vraiment du politicien. Difficile de dire parmi les passants si oui ou non il devrait croire au principe même de la démocratie, mais le doute s'impose de lui-même et pour cause les chiffres du premier tour des présidentielles. La Guyane, avec 92 900 inscrits aux listes électorales, ne compte que 34,35% de participation aux urnes, soit 31 925 votants. Et parmi ceux-là, seuls 26 834 ont exprimé un choix sur les différents candidats. Mais le chiffre qui attire l'attention, c'est le taux d'abstention. Près de 65% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes samedi dernier. Notre vote est un vote plutôt symbolique qu'un vote qui peut être considéré comme décisif au second tour en tous les cas. Je pense que ça peut inciter les gens à ne pas se déplacer, sachant que de toute façon le résultat est acquis d'avance. Les Guyanais, sachant que leur vote n'a pas de poids pour une élection nationale, préfèrent rester chez eux. Mais c'est justement en allant voter qu'on a plus de poids pour pouvoir se faire entendre. La Guyane rejoint la grande majorité des Outre-mer et amène le taux d'abstention en territoire ultramarin à environ 40%. L'intérêt pour la démocratie, ou en tout cas pour sa réelle prise en compte de toutes les voix, ne semble pas avoir convaincu les Outre-mer. 24,1% pour Emmanuel Macron, 21,3% pour Marine Le Pen et un taux de participation de 77%. Ce sont les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle 2017. Mais vous le savez, en Guyane, c'est le candidat de la France Insoumise qui l'emporte avec 24,72% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon en tête donc juste avant Marine Le Pen à 114 voix près. Mais que pense la population de ce tableau d'un second tour en l'absence de deux grands partis historiques? C'est la question que vous a posée Natacha Maltaverne. Mélenchon, ça a été une surprise, oui et non. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait que les dom-toms votent toujours à gauche. Donc,
ça n'est pas une très grande surprise. Le Pen, c'est un peu un message envoyé aux grands partis, en leur disant on veut plus de vous et on a voté Le Pen. Et il y a beaucoup de gens qui vont voter Macron pour ne pas voter Le Pen. On revient toujours dans l'histoire du politiquement correct. J'étais motivé pour Mélenchon, mais je ne croyais pas trop parce que malheureusement les gens ne sont pas assez soudés. Je pense que les gens doivent se réveiller et doivent se rendre compte dans quel système ils vivent, quoi. Et que la solution n'est pas forcément dans les urnes. Mélenchon juste devant Le Pen, je dirais simplement la Guyane actuellement en quête d'espoir. Donc forcément, ils iront vers le candidat qui serait susceptible à leur apporter, en tout cas apporter aux Guyanais des réponses aux besoins dont on connaît actuellement. On savait que Le Pen allait se retrouver au second tour de l'élection. Ça fait quand même un choc. On fait un bond en arrière en 2002. Et c'est un peu comme si on n'avait rien appris ou rien compris, je sais pas. Après, la campagne était assez basse de niveau. J'espère que les gens se mobiliseront massivement pour voter pour Macron parce que pour moi, ça paraît quand même fou que dans un pays comme le nôtre, il y ait des extrêmes au pouvoir. En Guyane, on était plus focalisé sur le mouvement populaire qui avait lieu pendant la campagne. Donc après... faut attendre le deuxième tour, hein. Puis quoi qu'il en soit, hein, ils sont tous pareils, hein, les candidats. Donc on ne sait jamais pour lequel qui sera le bon, du moins. Et un œil sur les résultats en Martinique, où Marine Le Pen a obtenu un score historique aux prêcheurs. La candidate FN sort en tête avec près de 25% des suffrages. Autre résultat significatif sur l'île, la lourde défaite de Benoît Hamon, notamment à Fort-de-France. Le candidat du PS bénéficiait pourtant du soutien du maire de la ville et du député Serge Letchimy. Loïc Régis, Frédéric Mazy. C'est une véritable vague bleu marine qui a déferlé dans les urnes aux prêcheurs. La candidate du Front National, Marine Le Pen, réalise dans cette commune son meilleur score en Martinique avec près de 25% des voix. Paul fait partie de ceux qui ont donné leur suffrage. Je suis dedans, c'est moi qui a voté le premier. Pour Marine Le Pen ? Pour elle, oui, pour elle. Elle travaille pour nous. Vous êtes contente du coup ? Oui. L'Allemagne a une femme qui travaille bien. Elle va travailler aussi. C'est celle qui doit passer. C'est elle, hein, si ses propos sont plus convaincants que les autres, après, c'est elle. Vraiment, on ne comprend pas, mais on espère au moins que d'ici le deuxième tour, que la population va réagir. Aux prêcheurs, un électeur sur 4 a voté pour Marine Le Pen. Ce n'est pas une surprise pour le maire, qui ne s'attendait pourtant pas à un tel score. Bon, très déçu en fait, mais ça nous nous y attendions un peu, parce que bon, on sent bien qu'il y a cette tendance à considérer des gens d'une communauté comme la communauté haïtienne comme bouc émissaire de nombreux problèmes qui existent, hein. C'est vrai que nous sommes dans une région qui subit le mal-développement martiniquais avec une problématique des services publics, une problématique de développement, de perte démographique, etc. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut redynamiser cette région. Si le Front National gagne du terrain, le PS réalise un score historiquement bas, notamment à Fort-de-France. Malgré le soutien du député Letchimy et du maire de la ville, Benoît Hamon n'obtient que 13% des voix. Aujourd'hui, vous regardez le score de Benoît Hamon, il est supérieur à Fort-de-France qu'à ce qu'il est sur la France, sur le territoire français. Cette campagne électorale pour les présidentielles a été très particulière. Les enjeux de fond ont été mis de côté pour s'attacher à des problématiques d'affaires, de rumeurs, de cancans, etc. Et on n'a pas eu une vraie campagne électorale qui a permis aux gens de se décider. Un scrutin qui sera une nouvelle fois marqué par le fort taux d'abstention en Martinique, avec 60,12% d'abstentionnistes. L'île est la plus mauvaise élève du premier tour de l'élection présidentielle. Le Conseil représentatif des associations noires de France lançait la semaine dernière un appel à manifester contre le racisme ce lundi, place de la République à Paris. Avec les résultats du premier tour et la présence du Front National dans la course à l'Élysée, le rassemblement a pris une nouvelle tournure ce matin, mais déjà hier, peu de temps après l'annonce des premières estimations, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en ce même lieu pour dire leur opposition à la candidate de l'extrême droite. Écoutez plutôt les réactions recueillies sur place. J'ai entendu
qu'il y avait des amis qui venaient manifester et puis je suis venue pour me joindre à eux. Voilà. Je m'y attendais mais je suis un peu déçue de la part des Français parce qu'en fait ça veut quand même dire qu'il y a une majorité qui est dans ces idéaux-là et c'est quelque chose qui me fait du mal et je pense que je suis pas la seule personne à ressentir ça aujourd'hui. Franchement je me demande comment ça se passerait en fait vis-à-vis d'elle. Mais franchement, je sais pas, je serais un peu perdue en fait. Enfin, déjà maintenant, je me sens perdue, donc ce serait un peu anarchique en fait pour moi. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit vraiment un danger, mais ça pourrait vraiment mettre de la haine en fait dans le cœur des Antillais, ça c'est sûr. Enfin, encore plus. C'est la fin de votre journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir. Fin de grève générale, mais pas des conflits internes. Les agents EDF restent mobilisés face à une direction qui joue la sourde oreille vis-à-vis de leurs revendications. Selon l'UTG Éclairage, le syndicat maintient son piquet de grève du boulevard Jules-Blin. Il a mené une nouvelle action ce matin. 65%, c'est le taux d'abstention en Guyane dans le premier tour de l'élection présidentielle. Sur les 93 000 électeurs inscrits, seuls 31 900 se sont donc exprimés dans les urnes. Les Guyanais semblent partagés quant à leur rôle au sein de la démocratie. Enfin, le port maritime de Dégradé-Cannes reprend du service. Bloqué depuis le début du mouvement social, des centaines de conteneurs attendent d'être déchargés. Le flux moyen devrait donc être doublé dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale. Ce sera juste après votre météo. Excellente soirée à vous. À demain.